Bonjour. Alors, par contre, je vais tenir. En vrai, ça va. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Et encore, c'est une sélection. Oh putain. Alors donc, il nous reste 1 heure pour terminer ce chapitre 10 sur la place de la Terre dans l'univers. Nous savons que depuis l'Antiquité, pour des raisons purement philosophiques ou purement religieuses, la Terre est forcément au centre de l'univers. Et que cette affirmation n'est pas contredite lorsque l'on veut construire des calendriers. La dernière fois, on s'est arrêté sur un grec qui s'appelle Claude Ptolémée, qui a vécu tout de suite après l'an 0, après Jésus-Christ, et qui va donner un répertoire d'étoiles que le monde chrétien et le monde musulman va utiliser pour pouvoir prévoir des calendriers. Ce qui est important, c'est de prévoir les fêtes religieuses. Donc on a besoin impérativement de ce calendrier, enfin de faire des calendriers, et pour faire des calendriers, il faut se repérer dans le ciel. Il faut repérer les planètes dans le ciel. Que la Terre soit au centre ne pose pas trop de problèmes aux mathématiciens, car si c'est cohérent, ben on va se donner des outils mathématiques pour replacer tout ça dans un système logique. Mais simplement, ce système, il est de plus en plus compliqué. Il est tellement compliqué que ça devient très difficile à maîtriser. Ce qui fait que les astronomes, qui sont de bons mathématiciens aussi, sont peu nombreux et se font payer très cher leurs prédictions astrologiques par les gouvernants de l'époque. Donc les gouvernants, ce sont les rois, et tout ça, enfin en Europe occidentale, il ne faut pas que ça aille en contradiction avec l'Église. Donc comme document, vous aviez une chronologie qui part de plusieurs siècles avant Jésus-Christ et qui remonte, pour se terminer, vers une époque où apparaît Copernic. Alors Copernic est un religieux qui, à cause des observations astronomiques qui sont de plus en plus précises, trouve que ça devient très difficile de calculer ces calendriers. Donc lui, il fait l'hypothèse que le Soleil est au centre. Et donc ça marche pour faire des calendriers, mais par contre il ne remet pas en cause le fait que la Terre est au centre. Simplement, il dit que c'est le Soleil qu'on met au centre pour faire des calculs. Il ne dit pas que la Terre est au centre, il dit simplement, pour faire des calculs, on va mettre le Soleil au centre. Et après, vous avez d'autres observations qui commencent à être de plus en plus rigoureuses. Donc, je vous avais distribué 2 feuilles. Et c'est cette deuxième feuille qu'on va... Alors, normalement, vous êtes 23. Et il me manque quelqu'un. Alors, donc, moi, j'ai Camille qui est marquée absente. Linda. Alors, c'est Cardélène qui est absente? D'accord. Alors, donc, on va évoquer donc ce que vous ferez la semaine prochaine. Donc, vous aurez un devoir en salle N05. Vous aurez droit à vos documents, pas à un ordinateur, mais à vos documents écrits.
Donc vous pouvez avoir autant de documents écrits que vous voulez. Le cahier? Pardon? Le cahier? Oui, oui. Donc sur ce cahier, qu'est-ce qui est important? C'est l'esprit que je vous avais dicté, mais aussi les chronologies. Sans les chronologies, moi je ne les ai pas en tête, les dates. Et puis un document qu'on va essayer de reprendre, qui se trouve, donc, que je vous avais donné. Alors, d'abord, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Claude Ptolémée, permet au monde musulman et au monde chrétien de l'époque de prévoir les calendriers. Sauf que dans le monde chrétien, avec l'invasion, les grandes invasions venant de l'Est, toute la culture grecque disparaît. Les documents grecs sont perdus. Où on pourrait encore les consulter, c'est dans à Constantinople, chez les Byzantins, là il y a encore ce domaine culturel qui existe des Grecs. Quant au monde musulman, alors eux, ils ont conservé ces textes. Ils sont capables d'y accéder facilement. Donc la seule façon pour ces textes du monde gréco-latin d'arriver en Europe, c'est soit ils vont passer par l'Espagne. Pourquoi par l'Espagne? Voilà, parce que c'est occupé par les musulmans. Et donc, eux, cette culture se développe, la médecine progresse dans le monde musulman, les connaissances astronomiques progressent, toutes les connaissances techniques progressent, l'art progresse. En Occident, il faut tout rebâtir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plan de l'écliptique est connu et bien exploité grâce à Ptolémée, et c'est pour ça que vous avez les signes du zodiaque. La précession des équinoxes permet de faire des décalages. Des fois ça tombe bien, des fois ça tombe pas. Donc comment on l'explique? Avec ce problème d'axe de rotation de la Terre qui bouge. Et puis par les calculs mathématiques, donc ce qui est noté ici, c'est des calculs mathématiques. Et avec ceci, on n'a aucun problème pour prévoir les positions des planètes du système solaire et du Soleil, mais à condition de mettre la Terre au centre pour faire fonctionner ces cycles. Quant à la Terre, elle est forcément sphérique à l'époque de Ptolémée. Donc, tout au début de l'ère chrétienne. Et il faut considérer que le monde est partagé entre quelque chose qui est au niveau jusqu'à la Lune, qui est corruptible, où il se passe plein de choses, c'est l'étude de la physique, et au-delà, tout est parfait. Les dieux ont créé un monde parfait où rien ne doit changer. On prend le cercle parce que c'est l'outil le plus simple et on a quelque chose des calculs qui se font avec des orbites circulaires. Alors, simplement, il y a des petites choses qui posent problème. Je vous rappelle qu'on avait étudié la physique, il y a marqué le mot physique quelque part, voilà, ici. Il y a... Comment on sait que la Terre, les planètes se déplacent sur des orbites qui sont en harmonie avec les mathématiques. Les dieux ont fait quelque chose d'harmonieux. Mais si la Terre était tournée autour du Soleil, il faudrait trouver un moteur. Alors ça pourrait être les dieux qui guident tout ça. Sauf qu'on est passé d'une religion polythéiste à une religion monothéiste. Alors, pendant que l'Occident c'est en train de se reconstruire, vers l'an, mettons, 1400, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans la découverte du monde. Notamment avec les voyages des explorateurs, on sait qu'elle est vraiment ronde, cette Terre.
Les pères de l'Église qui avaient écrit vers l'an 300-400 les textes religieux avaient placé la Terre au centre, bien entendu, mais une Terre plate. Donc maintenant, on est obligé quand même d'admettre que la Terre est sphérique, autrement, Magellan n'aurait pas pu faire son tour du monde. Christophe Colomb n'aurait pas pu découvrir l'Amérique. Et ces grands explorateurs, je ne parle pas des Français, des Anglais, des Hollandais, tous ces grands navigateurs évoluent dans un monde qui est catholique. Et ça, l'Église est obligée d'accepter que la Terre est ronde. Alors, mais par contre, il faudrait, pour passer à une Terre ronde qui tourne autour du Soleil, il faudrait pouvoir expliquer comment elle tourne et sur quoi elle tourne. Et au moment du siècle des Lumières, un grand philosophe, je pense que vous connaissez, quelqu'un qui s'appelle Descartes, lui a comme idée que ça se déplace sur des fluides, des tourbillons. C'est des tourbillons qui entraînent les planètes. Et ces tourbillons, c'est de la matière, et cette matière, on va lui donner le nom d'éther. Donc c'est parce qu'il y a ce mouvement de fluide que les planètes arrivent à se déplacer. Et ceci va durer jusqu'au XXe siècle, parce que Einstein, qui est pourtant très connu, essaye de faire des calculs avec une matière. En réalité, il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas de matière pour que les planètes se déplacent, ça veut dire qu'il y a quoi? S'il n'y a pas de matière, il y a du vide. Oui, il y a du vide. Et ça, c'est inconcevable, qu'il y ait du vide. Pour certaines personnes, on ne peut pas admettre la présence de vide. Il y a des expériences qui montrent qu'il y a du vide, mais apparemment, ça n'arrive pas pour expliquer ce mouvement des planètes. Mais ça, c'est certains philosophes qui ont les idées de Descartes. La France est cartésienne. Nous, on va se placer au niveau de l'Angleterre avec Newton, et les idées qui s'expriment en Angleterre ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a sur l'Europe continentale. Alors donc, autre chose, c'est la notion de la pierre qui tombe d'un mât de bateau. Ça, c'est un problème qui avait été soulevé dès l'Antiquité. On prend des passagers sur un bateau, le bateau est en mouvement. Pour des navigateurs grecs, ça ne pose pas de problème de concevoir un bateau. Quand la pierre est lâchée du haut du mât, alors que le bateau avance, elle tombe pile au pied du mât. Par contre, pour un observateur terrestre, le bateau avance, le mât avance, et la pierre, elle a bien avancé en même temps que le bateau. Donc là, il y a un problème de référentiel. Et donc pour les philosophes grecs, enfin pour certains, le mouvement est quelque chose que l'objet immatériel a enregistré. Les objets sont peut-être sans âme, mais ils enregistrent un mouvement. Et donc ils gardent ce mouvement. Alors ça ne peut pas durer longtemps, parce que les progrès ça a marqué un peu plus loin, les progrès dans l'artillerie vont faire que quand on prend un canon et qu'on le dirige vers le haut, et qu'on tire un boulet de canon, il va forcément retomber sur le canon. Donc si, pour ceux qui admettent que la Terre est immobile, ça va bien, mais comment expliquer que quand la Terre est en mouvement autour du Soleil, on a le fait que le boulet retombe pile à l'endroit, et ça c'est Newton qui va le dire avec la première loi de Newton. Et deuxièmement, donc, si la Terre était en rotation, on aurait des vents très, très importants à la surface de la Terre. Et autre argument, c'est que si un oiseau faisait son nid dans un nid, si la Terre était tournée sur elle-même, et en plus de ça, si elle tourne autour du Soleil, comment se fait-il que l'oiseau, qui ne s'éloigne pas tellement de son arbre, retrouve son nid? Si la Terre tournait, l'oiseau, il faudrait attendre une rotation complète pour que son nid revienne. Si c'était cette idée. Donc la Terre, elle est forcément immobile. Ou alors, il faut faire intervenir les lois de Descartes. Et puis, il y a une dernière chose qui posait problème
avec l'observation de Ptolémée, c'est les cartes du ciel. Si la Terre tourne autour du Soleil, je vous ai déjà expliqué ce problème de parallaxe. Quand je suis ici, je vous vois aligné, mais quand je me décale deux fois le rayon de la Terre, maintenant je vous vois sous un angle différent. Et pour les étoiles qui sont lointaines, on devrait aussi observer ce parallaxe, un problème de décalage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on estimait que la voûte céleste n'était pas très éloignée. Il y avait la Lune et puis une voûte céleste pas loin. Mais nous savons maintenant que les étoiles sont à l'infini. L'univers est infini. Donc, ce problème de décalage, avec les instruments de l'époque, on ne pouvait pas le voir. Mais c'était un problème qui se posait. Alors donc, il va falloir trancher. Et le premier à trancher, donc c'est Tycho Brahe. On sait avant que Copernic avait déjà mis en proposition que si l'on faisait des calculs avec un soleil au centre, à ce moment-là, il était assez simple de prévoir des calendriers. Mais c'est une hypothèse de travail, mais il ne va pas remettre en cause les dogmes de l'Église catholique à l'époque. Tycho Brahe, lui, commence à avoir des difficultés avec cette théorie. Pourquoi? Parce que maintenant, le calendrier de Ptolémée, les répertoires d'étoiles de Ptolémée sont vraiment améliorés et on a des précisions de plus en plus importantes. Et puis lui, qui a un observatoire dans la Baltique, qui est payé par le roi de Prusse, et je vous ai dit que les astronomes sont payés pour faire de l'astrologie, pas de l'astronomie. Ils font de l'astronomie pour avoir un calendrier, pour les faire de l'Église, mais surtout, ils font de l'astrologie pour dire aux monarques leur avenir, c'est-à-dire engager une guerre, par exemple. Il faut savoir si on est si on a de bons offices. Et avant, donc, il y avait des divins qui, dans l'Antiquité, qui prévoyaient l'avenir. Là, c'est plutôt des astrologues qui proposent, par leurs calculs, des moments favorables à quelque chose. Sauf que lui observe quelque chose qui est une nova. Alors, qu'est-ce qu'une nova? Je l'ai déjà évoqué au premier trimestre. Une supernova. Oui, une explosion d'une étoile. Si le ciel est invariant, il ne devrait pas y avoir disparition d'étoiles ou apparition d'étoiles. Et Tycho Brahe, qui est un religieux, lui, il commence à avoir des doutes. D'un seul coup apparaît une étoile dans le ciel. Il a des cartes précises, et donc il sait parfaitement s'il y avait du rien à cet endroit ou quelque chose. Et normalement, il n'y avait rien. D'un seul coup, il voit quelque chose. Alors, il n'est pas le seul à s'apercevoir que le ciel est invariant. Les Chinois savaient ça depuis très longtemps. Simplement, nous, on étudie l'astronomie du monde occidental. Alors donc, là, il y a quelque chose qui pose problème. On a des étoiles qui apparaissent. Et puis, il y a encore quelque chose de plus grave pour l'époque, c'est les comètes. Les comètes, elles apparaissent dans le ciel à un moment donné. Donc, il y a un objet qui arrive et qui va disparaître. Mais le problème, c'est que ces objets ne sont pas sur des orbites circulaires. C'est des orbites très elliptiques. Alors, comme tout devait se faire sur des cercles, ça ne se fait plus sur un cercle. Il y a encore un autre type de mouvement. Alors, pour maintenant refaire des calculs avec des épicycles qui s'emboîtent, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient simple si c'est le Soleil qui est au centre. La comète rentre dans le système solaire, fait un tour, et puis repart. Mais où elle va, cette comète? On ne sait pas. Sauf que si on admet que c'est le Soleil qui est au centre, il suffit de terminer l'ellipse et de la continuer, et donc elle revient. Mais si elle revient, on peut savoir à quel moment. Donc sur cette base de travail, il suffit de prédire à quel moment revient la comète. Et donc l'astronome qui va pouvoir dire que la nuit prochaine, il y a une comète qui apparaît dans le ciel,
ben, pour ses prédictions, il sera très doué. Et ben c'est ce qui va être fait. En considérant que le Soleil est au centre et en faisant tous ces calculs, et donc en admettant que le système est bien héliocentrique, on peut prévoir le retour des comètes. Et la comète donc de Halley est une comète qu'on a, à chaque fois on a prévu son retour. Donc je ne sais pas si cette année il y a des comètes qui vont être visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, mais les astronomes sont capables de le prévoir. Donc en 1577, donc, on a cette comète qui arrive et qui donc le monde n'est pas fixé, c'est quelque chose qui change. Alors, on a dit que Copernic faisait l'hypothèse que le Soleil était au centre. Tycho Brahe, lui, est obligé d'accepter que on va essayer quand même de mettre le Soleil au centre, et un centre est plus important, c'est celui de la Terre. Donc, on va faire tourner tout ce qu'il y a dans le système solaire autour du Soleil, sauf la Terre qui est au centre. Et il y a malgré tout quelque chose qui ne va pas, c'est le fait que ce n'est pas des mouvements circulaires et uniformes. Alors, circulaire, ça se comprend, maintenant c'est des ellipses, mais sur une ellipse, les planètes accélèrent et ralentissent en fonction de leur position. Parce qu'il y a un problème de conservation de l'énergie. Donc, quand elles sont très loin, il faut qu'elles accélèrent, et quand elles sont relativement proches, elles vont ralentir. Alors, on en est donc à Tycho Brahe. Et maintenant, il faut détruire l'idée d'une Terre au centre. Et donc ça, c'est Galilée qui va le faire. Galilée va s'appuyer sur quelque chose qui s'appelle la lunette astronomique, qui est en réalité pour lui une lunette de marine. La lunette de marine, si elle n'avait pas été utilisée avant, c'est que c'était un objet qui coûtait très cher. Quelles étaient les personnes qui pouvaient se permettre d'avoir des lunettes de marine? Il fallait que cet objet soit fabriqué en grand nombre, malgré que ça soit très cher. Alors oui, les militaires, oui. La marine de guerre était puissante, que ce soit la marine espagnole, portugaise, française, hollandaise, elle était puissante. Pourquoi la marine italienne n'était pas puissante? Est-ce qu'ils avaient besoin d'une lunette, eux? Non, ils naviguaient en Méditerranée. Donc, ce n'était pas un problème pour eux, la lunette. Mais par contre, pour les autres marines, comme il fallait qu'ils se déplacent sur des grandes distances, ils sont en train de se partager le monde. Donc, que ça soit vers l'Asie, que ça soit vers l'Amérique, que ça soit le Pacifique, il leur faut des lunettes. Donc, cet objet commence à être fabriqué en grand nombre, et Galilée peut s'en procurer une, même si c'était quelque chose de stratégique pour les militaires. Et à ce moment-là, en pointant cette lunette vers le ciel, Galilée s'aperçoit qu'il y a des phases liées à des satellites sur les planètes gazeuses. Les planètes gazeuses ont des satellites, et ces satellites tournent forcément autour de ces planètes. Et il est capable de faire un calendrier avec, se repérer dans le temps avec la position des planètes des satellites de Jupiter ou de Saturne qui tournent autour, parce que des fois on ne les voit pas. Donc des fois on en voit 3, des fois on en voit 2, des fois on les voit toutes les 4 du même côté. Donc il va faire des calendriers, et il démontre que le monde au-delà de la Lune change. On sait que le monde au-delà de la Lune change à cause des comètes, des supernovas, et maintenant Galilée démontre que l'on peut avoir quelque chose de fiable pour faire des calendriers. Alors, le ciel bouge, et en plus de ça, il doit être très grand, parce que c'est
on va expliquer ce problème de parallaxe avec quelque chose qui était très grand. Alors, les idées vont progresser en Angleterre avec Newton, car Newton, lui, ne va pas se contenter, comme Kepler, d'avoir une petite idée de l'endroit où se trouvent les planètes. Lui, Kepler peut dire où elles sont. Même que dans ses calculs, il s'aperçoit qu'il y a des orbites où il n'y a rien. Donc il suffit maintenant de pointer une lunette vers ces orbites où il n'y a rien pour s'apercevoir qu'il y a des planètes, en réalité, qu'on n'observait pas avant, vu qu'elles sont toutes petites. C'est le cas, par exemple, de Pluton. Alors, Newton, lui, va s'appuyer sur les travaux de Kepler qui nous dit où elles sont pour trouver le lien mathématique, pas des équations purement arithmétiques, hein, mais où chaque variable a une certaine valeur. Et donc, avec la loi de la gravitation, Newton permet d'avoir la constante de gravitation dans le système solaire. C'est une chose, et puis avec les trois lois de Newton, la première, la deuxième et la troisième, la première, c'est un mouvement rectiligne uniforme si toutes les forces se compensent. La deuxième, c'est on a un mouvement accéléré si les forces ne se compensent pas. Et la troisième loi de Newton, c'est le principe des actions réciproques. Et donc, il va pouvoir expliquer avec sa première loi le principe d'inertie. Alors donc, l'objection de la pierre lancée verticalement vers le haut s'explique avec la première loi de Newton. Est-ce que vous avez des questions sur la partie qui se trouve ici? C'est bon? Alors, j'en suis à Newton. Mais Newton est pratiquement un contemporain de Descartes. Il y a une opposition entre ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France. On avait dit qu'au moment de la Révolution française, on a pu mesurer le méridien terrestre parce qu'il y avait eu déjà deux expéditions, enfin une expédition avant, enfin en réalité elles étaient deux, car à l'époque de Newton, on se posait la question d'une Terre parfaitement sphérique ou d'une Terre aplatie au pôle. Aplatie au pôle à cause de la gravitation. Donc le roi de France lance une expédition au Pérou et en Laponie pour s'assurer que la Terre est soit ronde, soit aplatie au pôle. Et les expéditions reviennent, les astronomes reviennent, exposent leurs calculs et conviennent que Newton avait raison. Les lois de la gravitation sont bien confirmées par l'aplatissement de la Terre au pôle. Sauf que il manque quelque chose, c'est qu'est-ce qui permet à la Terre de tourner. Et ça, c'est Descartes qui dit que ça se déplace sur ces fameux mouvements de gaz. Et donc, il y a des choses qui perturbent les connaissances de l'époque. Et surtout que les connaissances de Newton, elles sont inaccessibles, elles sont écrites en latin. Et quel est le monde culturel de l'époque? Quel est le pays où les idées sont échangées et dans quelle langue? Est-ce que c'est encore le latin? Alors, c'est pas l'anglais, c'est pas le latin, c'est pas le grec. L'imprimerie a déjà été inventée. On peut diffuser rapidement des idées par des textes imprimés avec des caractères typographiques. Donc on peut très rapidement répandre une idée scientifique ou un ouvrage littéraire ou des... Alors pas de la musique parce qu'il n'y a pas possibilité d'imprimer de la musique avec des caractères. C'est le français. La langue de vulgarisation de l'époque, c'est le français. On est à l'époque du siècle des Lumières. Donc la France est le point de gravité
de toutes les connaissances scientifiques, culturelles, artistiques de l'Europe occidentale, bien entendu. On en est toujours au niveau de l'Europe occidentale. Alors donc, les idées de Newton, il faut les faire connaître en France. Vous connaissez l'encyclopédie de Diderot. Donc, toutes les connaissances techniques sont rassemblées de l'époque dans cette encyclopédie. C'est une première chose. Mais pour ce qui est les outils mathématiques, tout ça, il va falloir que quelqu'un les traduise en français ou les ramène en France, d'Angleterre. Est-ce que vous savez qui c'est? Là, c'est Voltaire. Voltaire est connu comme étant un écrivain. Il écrit des pamphlets qui lui valent d'être souvent exilé. Et donc, il va en Angleterre où il a accès aux connaissances de Newton. Et il va les traduire en français. Sauf que Voltaire n'a pas la capacité de comprendre les calculs de Newton. Donc pour ça, il faut qu'il se fasse aider. Et la personne qui va l'aider, Marek, c'est pas sur ton portable que tu le trouveras, c'est Émilie du Châtelet. C'est sa femme, non? Alors, c'est pas sa femme, c'est sa maîtresse. Mais c'est une femme qui a des capacités mathématiques assez bonnes et qui va aider aider Voltaire à traduire tous les travaux de Newton, que ce soit dans la gravitation, mais dans plein de domaines. Mais Émilie du Châtelet, comme toutes les personnes de l'époque un peu cultivées, échange avec des astronomes, donc italiens, et les idées de Newton vont très largement diffusées en français par Émilie du Châtelet. Voltaire est là simplement pour vulgariser et puis écrire ses pamphlets plutôt contre la royauté. Donc ça, c'est dans les cercles cultivés. Est-ce que vous savez ce qu'est un cabinet de curiosité? Vous avez jamais entendu parler de cabinet de curiosité? Les nobles de l'époque, les gens argentés, que ce soit les bourgeois, les militaires, se passionnent pour les sciences, pour les objets extraordinaires. Il faut trouver des explications. Et donc, le soir, ils se réunissent autour d'objets particuliers, des minéraux, des fossiles, des plantes qui arrivent par les explorateurs, des œuvres d'art d'autres civilisations. Et toutes ces personnes discutent, élaborent des théories. Il y a des écrits qui sont faits. Mais ça reste réservé à une élite riche. Simplement, il faut que la culture se diffuse. Alors, par où on commence pour diffuser la culture? Non, le français. La langue, c'est le français. Le français va servir dans toutes les cours d'Europe. Que ce soit pour le tsar en Suède, en Espagne, le français est l'ouvrage, est la langue qui permet d'écrire ces ouvrages. On ne va plus utiliser le latin, on va utiliser du français. D'où le fait que les idées se propagent en Europe rapidement. Mais alors, chez les nobles, c'est simple, ils sont déjà cultivés. Mais comment perpétuer la culture? Comment on apprend à se cultiver? Non? Oui, les écoles. Et il faut avoir des textes accessibles aux écoliers. Mais pour pouvoir écrire des choses compliquées, il faut bien maîtriser les calculs mathématiques. Mais c'est pas Voltaire qui a la capacité d'écrire ça. C'est qui? J'ai déjà dit son nom. Newton. Non? Ben non. Newton l'a écrit en latin. Alors, sa maîtresse plutôt. Le mari d'Émilie du Châtelet était militaire. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était d'être à la cour à Paris. Voltaire, lui, était mal vu à la cour, donc il avait plutôt tendance à être un petit peu à la périphérie. Est-ce qu'à l'époque, la Lorraine était rattachée à la France? Non. À l'époque du cercle des Lumières. Alors oui, mais avait un statut un petit peu libre,
parce que sous Louis XIV, la France avait bien pris la possession de la Lorraine, mais la Lorraine, pour diverses raisons, était quand même encore, avait beaucoup d'affinités avec le Saint-Empire romain germanique. Comment on dit, hein, le Saint-Empire romain germanique? Oui, c'est ça. Romano-germanique. Oui, enfin. Donc, c'était une frontière un peu floue, enfin, une appartenance un peu floue. En tout cas, les places fortes en Lorraine avaient été détruites, mais il y avait quand même une certaine liberté de mouvement. Et notamment Voltaire, par exemple, s'est réfugié pendant une époque en Suisse. Alors, beaucoup d'érudits de l'époque circulent en Lorraine, et notamment à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de points d'intérêt en Lorraine? À part, bien entendu, la cour de Nancy, la cour de Lunéville, de Stanislas. Il y a un lieu de villégiature dans le sud des Vosges, qui était très fréquenté à l'époque par tous les personnages importants de l'Europe. Non? Alors ça pourrait être Saint-Dié pour ses bibliothèques, mais en réalité c'est Sénone. Est-ce que vous connaissez Plombières? Oui, ville thermale. Donc les personnes qui avaient besoin de se soigner allaient à Plombières, et donc là tous les érudits se rendaient dans cette ville. Et donc on va affiner les connaissances de Newton. Alors, petite remarque. Il nous reste des documents qu'on n'a pas étudiés. Le document 4 ici. L'Église est très puissante à l'époque. Il faut attendre la Révolution française pour qu'il y ait séparation des pouvoirs. Donc, au siècle des Lumières, l'Église encore est importante. Donc ici sont cités des textes religieux écrits par les pères de l'Église. Alors les pères de l'Église, c'est à quelle époque, d'après la chronologie? Le monde romain est vaincu, le monde romain occidental est vaincu par toutes ces invasions venant de l'Est. Le monde latin orthodoxe lié à Constantinople a survécu jusqu'au moment où il est affaibli par les croisades et par l'attaque des musulmans. Et au moment du 2e, 3e siècle, il va falloir écrire les textes perdus par ces grandes invasions. Et ça, c'est les pères de l'Église qui le font, mais c'est relativement vieux. C'est vers 200, 300 après Jésus-Christ. Alors que nous sommes au moment du siècle des Lumières, vers les années 1700. Alors vers les années 1700, l'Église a de plus en plus de mal à maintenir une idée de la terre au centre. Et notamment, il faut que l'Église catholique, petit à petit, comprenne ces idées nouvelles. Alors, pour ça, il y a une personne qui est apte à le faire en Europe occidentale. Il s'appelle Don Calmet. Est-ce que vous connaissez ce dominicain qui s'appelle Don Calmet? Alors, il est très connu en Lorraine parce que il a écrit l'histoire de la Lorraine. Il a fait le siècle des Lumières nous fait une encyclopédie, nous a légué une encyclopédie sur les techniques, mais Don Calmet a légué une encyclopédie sur l'ensemble des textes religieux. Donc, ces textes servent de référence. Et Voltaire, qui a été au contact des idées de Newton, qui a réussi à les comprendre grâce à Émilie du Châtelet, veut aussi comprendre pour pouvoir, alors lui, contre-argumenter contre les religieux, des idées des religieux. Donc Calmet, Voltaire et Émilie du Châtelet sont amenés à se côtoyer en Lorraine, soit à Plombières, soit à Sénone, soit à la cour de Stanislas. Et on en arrive à
un moment où tous ces textes deviennent accessibles. Les textes anciens sont accessibles au moment du siècle des Lumières. Les idées de Galilée sont accessibles. Et Newton, on a les outils mathématiques pour comprendre les idées de Newton. Est-ce que vous avez des questions? Alors donc, il nous reste à formaliser ça par un petit texte. Dans ce chapitre 10, il y a deux parties. La première partie, c'est pourquoi Pythagore et son dogme du cercle ont abouti au modèle géocentrique. Un grand A, la Terre au centre de l'univers, le grand B, la Terre au centre, un modèle compliqué. Et il faut qu'on passe à la partie grand 2. Mais je pense qu'on avait dû noter le titre. Oui, comment on est passé du modèle géocentrique au modèle héliocentrique. Alors je dicte. Le paragraphe va être assez court. Avec les pères de l'Église. Avec les quoi de l'église? Avec les pères de l'Église. C'est entre guillemets, c'est Saint-Augustin et Saint-Basile. Mais ça, vous n'avez pas à l'apprendre. Vous avez droit pour votre paragraphe argumenté à tous les documents que vous voulez. Sauf bien entendu un ordinateur, donc vous venez avec votre cours. Vous n'avez pas à l'apprendre ceci. Ah oui. Oui, votre cours, et puis les polycopiés que je vous ai donnés. Et puis si vous avez besoin d'une encyclopédie, vous prenez un dictionnaire, ça c'est pas gênant. Mais ne prenez pas un dictionnaire de grec ou de latin, ça ne sera pas écrit en latin, ça sera écrit en français. Du fait que le siècle des Lumières, c'est bien du français, nous sommes bien d'accord. Après le père de l'Église. Donc après les pères de l'Église, la terre redevient plate. Ça redevient plate. Ben parce que pour les Grecs, ils avaient fini par admettre qu'elle était ronde. Oui. Ah oui, c'est un paragraphe argumenté. Alors donc, moi je vous donne une question liée à ce paragraphe argumenté. Il faudra justifier vos réponses à partir des documents que je vais vous donner. Moi, j'ai 2 pages de documents. Et puis après, vous pouvez vous aider pour la chronologie ou pour les idées de Copernic ou de Newton ou autre, des documents que vous avez, pour les dates par exemple. Si les documents que je vous donne sont datés, il est bon de se placer dedans. Donc avec les pères de l'Église, la Terre redevient plate, elle était ronde à l'époque de l'Antiquité, mais à cause des idées religieuses. Et ça, c'est le document 4 ici. Les idées religieuses, elles sont ici. Si vous voulez approfondir les documents qui sont là, on voit bien qu'elle est plate et qu'elle est au centre de l'univers et que c'est le soleil qui tourne. Du fait que José signale que Dieu a arrêté le soleil de tourner. Mais non, ça c'est les textes anciens. Je ne vous demande pas de les apprendre. Alors Josué parla au Seigneur et lui demanda d'arrêter le mouvement du soleil autour de la terre. Et donc c'est les pères de l'Église qui ont écrit ceci. Je ne vous demande pas d'apprendre ceci et de croire à ce qu'a écrit Josué. Ça, on va laisser à donc calmer le soin de retrouver dans les textes anciens et d'expliquer sa logique. Et il l'explique. Donc, la Terre redevient plate, point. Je poursuis, on inaugurait ainsi, dans l'Occident chrétien, une longue période chrétien. Parce que les Byzantins ont autre chose, les musulmans ont autre chose, les Chinois ont autre chose, les Japonais ont sûrement autre chose que les Chinois. Et oui, il y a de grandes civilisations. Et donc moi je n'ai pas, dans votre programme, on ne me demande pas d'étudier les textes des Indiens d'Inde, ni les textes des Chinois. Et je n'ai pas à évoquer l'histoire de l'astronomie dans d'autres pays. Par contre, c'est l'Occident chrétien.
Et déjà, avec l'Occident chrétien, on a déjà suffisamment à faire, donc j'ai que ce chapitre 10 dans mon programme. Alors donc, on inaugurerait ainsi dans l'Occident chrétien une longue période où la foi remplaça, une longue période où la foi remplaça la raison, une longue période où la foi remplaça la raison, et où, pour l'essentiel, la fidélité aux Écritures tint lieu de pensée. C'est essentiel. Et où, pour l'essentiel, la fidélité aux Écritures tint lieu de pensée. Oui, tenir. Tint lieu de pensée. Il n'y a qu'une pensée unique, la pensée liée à l'Église catholique. Au siècle des Lumières, dernière phrase, au siècle des Lumières, les lois de gravitation de Newton, au siècle des Lumières, les lois de gravitation de Newton se répandent dans toutes les cultures présentes sur Terre. Donc au siècle des Lumières, les lois de la gravitation de Newton se répandent à toutes les cultures, qu'elles soient chinoises, indiennes, japonaises, héritées de la conquête espagnole en Amérique ou dans le Pacifique. C'est les lois de Newton qui sont celles qui vous sont enseignées actuellement, qui expliquent le positionnement de la Terre au centre, autour du Soleil. Autour. Personne ne remet en cause le système solaire. Alors, ceci est faux, ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est toujours plate? Oui, on l'a dit. Que la Terre est au centre de l'univers. Ah oui. Que la théorie de l'évolution de Darwin est une aberration de l'esprit. Oui. Cette notion d'hérésie, pourquoi au siècle des Lumières, on ne l'a pas mis en cause? Simplement parce que l'Église était un peu plus tôt... Enfin, pas l'Église, hein. L'Église actuellement admet la théorie de Newton et de Darwin. Simplement, ils prennent ils ont quelques réticences à accepter toutes les conséquences. Mais à l'époque du siècle des Lumières, il y a malgré tout encore des personnes qui sont accusées d'hérésie. Mais qui? Newton et Voltaire ne seront pas accusés d'hérésie. Par contre, à l'époque, on continue allègrement à brûler pas mal de personnes. Qu'est-ce qu'on brûle à cette époque-là? Les sorcières. Oui, les sorcières. Alors pourquoi va-t-on brûler les sorcières et pas les personnes qui véhiculent les idées de Newton? Qu'est-ce qu'on reproche aux sorcières? D'abord, si c'est le mot sorcière, c'est des femmes ou des hommes? Oui. On leur reproche d'être capable de véhiculer de la médecine qui n'est pas écrite en latin. Comment on se soignait? Comment dans les campagnes les gens se soignaient? Avec des plantes. Et ça, par exemple, il y a une religieuse très célèbre, Hildegarde de Bergame, qui est vers l'an 1000, donne un répertoire complet des plantes médicinales. Charlemagne, qui est quelqu'un qui est extrêmement important dans notre culture, avait imposé l'étude des plantes pour se soigner. Et donc, ce que font les femmes qui sont accusées de sorcellerie, se contentent d'utiliser des plantes que la nature a fournies pour se soigner. Elles sont accusées aussi de pratiquer
une aide pour l'accouchement. On n'accepte pas que les femmes soient aidées par des sages-femmes. Donc c'est pour ça qu'on va brûler les sorcières. Donc ça veut dire que les sages-femmes ont une connaissance, par exemple, des problèmes d'infection. Pour pouvoir éviter les fausses couches, tout ça, il faut quand même un environnement. Alors malgré tout, ce siècle des Lumières ne met pas trop en valeur le rôle des femmes. Et parmi les scientifiques qu'on a cités, aujourd'hui, quelle est la seule personne que j'ai citée? J'ai cité Hildegard de Bergen et puis Émilie du Châtelet. Alors donc, avec toutes ces informations, on se retrouve mercredi en N05 pour un paragraphe argumenté. Vous avez des documents et il faut répondre à partir de ces documents à la question qui est posée. Donc on n'a rien à apprendre. Non, il faut simplement vous repositionner dans l'espace et dans le temps. Comprendre que l'Angleterre n'est pas la France, que la France est sur le continent européen. Voilà. Que les idées de Newton viennent sur le continent grâce à Voltaire. Et si elles sont diffusées par Voltaire, c'est que Voltaire est un écrivain. Si elles sont diffusées, c'est que l'imprimerie existe et qu'on va pouvoir imprimer un livre aussi rapidement que vous utilisez vos téléphones portables. Et que pour pouvoir éduquer les personnes, il faut les prendre quand elles ont 90 ans, quand elles sont petites. Voilà. Il y a un problème d'éducation. Au revoir, bonne fin de journée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi